Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Tout de suite, les titres. La rentrée scolaire focus ce soir sur le secteur de l'éducation, une priorité de la politique du chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé. Des progrès ont été enregistrés ces dernières années. Qu'est-ce qui a été concrètement fait pour en arriver à ces résultats probants? Éclairage dès le début de ce journal. Et à quelques jours de la rentrée scolaire, quelle ambiance sur le marché des articles scolaires? Une de nos équipes y a fait un tour. Reportage à suivre. Et puis le Togo va bientôt se doter d'un code de l'urbanisme et de la construction. Un rapport diagnostic est déjà établi par des experts. Les acteurs concernés sont de nouveau réunis à Lomé pour élaborer le sommaire de ce code. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h de ce vendredi. Et nous ouvrons ce journal par ce communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires concernant la célébration de la journée du 23 septembre qui se déroulera cette année comme suit. À Lomé, 7h30, dépôt de gerbe à la place des martyrs par son Excellence, Monsieur le Président de la République ou son représentant. Sont invités à cette cérémonie les personnes suivantes. Les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, le chef d'état-major général des forces armées togolaises, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les chefs d'état-major des armées, les directeurs de cabinet et secrétaires généraux des ministères, les maires du Grand Lomé, le secrétaire général du district autonome du Grand Lomé, les secrétaires généraux des préfectures d'Aguenivé et du Golfe, les chefs cantons du Grand Lomé. Notez bien, la mise en place doit être terminée à 7h25. Dans les chefs-lieux de région, 7h30, dépôt de gerbe uniquement dans les préfectures, chefs-lieux de région par les préfets. Signé le ministre Awate Rodabalo. La rentrée scolaire dans quelques jours et nous allons mettre en lumière ce soir les actions du président de la République Faure Eswazimna Gnassingbé en faveur du secteur de l'éducation. Des résultats probants enregistrés grâce à cette politique de réorientation et de transformation du système éducatif. Ulrich Amega nous en dit davantage. Pour le compte de l'année scolaire 2022-2023, 4700 nouveaux enseignants ont été recrutés puis déployés sur l'ensemble du territoire national avec un niveau plus élevé de prestations. Un recrutement qui a eu comme corollaire la réduction considérable du ratio élèves par enseignant qui passe de 59 à 53. Aucune zone n'a été laissée pour compte dans cette politique d'une éducation pour tous prônée par le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé. L'effectif du personnel enseignant est ainsi passé de 105 à 356 par zone, soit une hausse de 239,05% avec des lettres de mission bien définies. 80% des lycées et collèges d'enseignement général ont aussi bénéficié de la nomination d'économes et de gestionnaires comptables ainsi que de surveillants généraux dans cette démarche d'un encadrement de proximité. Les chefs d'établissement et censeurs ont vu leur charge considérablement réduite en ce qui concerne la gestion financière et la discipline, ce qui a contribué à l'accroissement de leur capacité d'encadrement pédagogique. En février 2023, le président de la République a procédé à la réouverture des écoles normales de formation des professeurs d'école. 2656 élèves professeurs se sont inscrits. Une première promotion qui sera formée sur 2 ans pour un enseignement qualitatif. Une démarche pour doter le secteur éducatif de ressources humaines qualifiées capables de répondre aux besoins réels sur le terrain. Outre la formation, d'autres actions ont été initiées sur le terrain pour renforcer la performance des enseignants. De nouveaux manuels de mathématiques et de français au primaire, axés sur l'approche par les compétences APC, sont déjà préparés, ce qui a conduit à cibler des enseignants de CM1 pour une formation dans la perspective d'une meilleure utilisation de ces livres.
L'ensemble du dispositif est parachevé par la mise en place d'une nouvelle orientation scolaire et professionnelle plus efficace et pratique. Elle met à contribution les professionnels du domaine pour un contact régulier avec les apprenants et implique des structures de promotion d'emploi, notamment l'Agence nationale pour l'emploi. Une pléthore d'actions qui ont permis non seulement d'accroître le nombre des enseignants, de renforcer leurs compétences, mais aussi d'améliorer les connaissances des apprenants et d'obtenir des résultats satisfaisants. Ces mesures seront renforcées avec d'autres initiatives prévues pour le compte de l'année scolaire 2023-2024. L'ambition du président de la République reste claire et grande, maintenir le cap et répondre aux objectifs éducatifs contenus dans la feuille de route Togo 2025. Pour cette rentrée scolaire encore, le chef de l'État met à la disposition des élèves nécessiteux des fournitures scolaires. Un geste pour permettre aux bénéficiaires de débuter les classes en toute quiétude. Étape Kara, Nestor Mouzou. La rentrée scolaire donne des soucis aux parents d'élèves et aux tuteurs des élèves orphelins. Heureusement, depuis plus de 10 ans, le gouvernement a entrepris de soulager ceux-ci par le truchement de l'opération Rentrée scolaire solidaire, pilotée par l'Agence nationale de la solidarité, du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. L'opération consiste à offrir aux élèves nécessiteux des fournitures scolaires. Pour le compte de la région de la Kara, l'opération Rentrée scolaire solidaire a été lancée au lycée de Kwenzingder dans la préfecture de la Kosa. Cette distribution-là va se poursuivre dans les autres préfectures. Au niveau de la région, ces kits vont aller à 560 élèves, dont 350 filles. Ces kits rentrent dans la politique du chef de l'État, sa politique d'inclusion sociale, qui croit fermement au potentiel de tout citoyen dans la construction de la nation. Élèves et parents d'élèves sont sensibles à cette action de générosité du gouvernement pour soulager leur peine. Un sincère merci au donateur, son Excellence, M. Faure Essosemna Nyassimbe, président de la République togolaise, pour nous permettre de reprendre en sérénité le chemin de classe le 25 septembre 2023. Nous promettons un bon rendement à la fin de l'année scolaire 2023-2024. Ce qu'on devrait prendre pour ces fournitures, nous allons prendre ça pour autres besoins. Nous, en tant que parents et tuteurs des enfants orphelins, nous, à notre tour, nous allons essayer d'encadrer nos enfants pour qu'ils soient la relève de demain. Vraiment, je ne sais pas comment il faut remercier le chef de l'État. À cette cérémonie de lancement de l'opération Rentrée scolaire solidaire au niveau de la région de la Kara, autorités et personnes ressources locales ont aussi témoigné leur gratitude au gouvernement pour ses nombreuses actions en faveur du monde scolaire, notamment la construction de nouvelles salles de classe pour rendre accessible l'école, le recrutement des enseignants, la suppression des frais de scolarité et d'examen, pour ne citer que celle-ci. Tout autre chose, le salon de valorisation des résultats de recherche Savary qui vient de prendre fin sur une note de satisfaction, entre autres activités au programme, des expositions de différentes innovations africaines. De quoi en être fier, le projet U-Santé retient particulièrement notre attention. Les détails sur ce dispositif médical avec Ulrich Amega. Dans ce pavillon de Moti, envahi par des innovateurs venus des 4 coins de l'Afrique, un dispositif médical suscite l'attention et la curiosité de nombreux visiteurs. Il s'agit du U-Santé, une ERP médicale impressionnante d'une hauteur légèrement supérieure à 1 mètre, dotée de multiples caractéristiques. Tout ce dont vous avez besoin, c'est cette carte unique et des bornes de paiement mobile. Et le tour est joué. Une carte patiente, qu'on appelle la carte unique, carte patiente, qui permet d'avoir le dossier du patient en temps réel. Donc ce dossier patient va permettre au médecin d'avoir les antécédents du malade pour mieux soigner la personne. Un patient qui arrive dans un hôpital, il va aller au bureau des entrées. Au bureau des entrées, on lui donne une facture qu'il doit payer. Maintenant, comme vu que la personne a de l'argent dans son téléphone, il peut venir sur la carte en mettant commencer. Et là, s'il doit aller faire une facture d'examen ou bien consultation,
il suffit seulement de cliquer là. Et là, il flash le code barre. Une fois que je saisis, ma facture apparaît ici. Avec le nom, le montant que je dois payer. Maintenant, si je dois payer ce montant, soit je mets mon propre numéro, ou bien je mets le numéro de la personne qui va payer. Et une fois validé, il va me dire de payer. La prise en charge est rapide, fluide et efficace, garantissant la sécurité des informations médicales du patient et un suivi optimal de son parcours. Tout cela a été soigneusement élaboré et conçu par Nicolas Yao, un informaticien chevronné. Derrière cette invention se cache une histoire authentique. En travers un accident, et de 18h jusqu'à 23h, c'est là que j'ai été soigné. Donc, c'est pour cela que ça m'a permis de réfléchir, de trouver un moyen pour soigner d'abord la population. Le U-Santé représente une réponse aux défis technologiques qui se posent en matière de santé au XXIe siècle. Il offre une gestion administrative, financière et hospitalière efficace, ainsi qu'une gestion médicale et pharmaceutique avancée. Autant de fonctionnalités qui facilitent l'accès des patients aux soins de santé. Le patient d'abord gagne en temps parce qu'il y a le rang qu'il doit aller faire pour payer à la caisse. Et ça lui permet aussi de ne pas aller faire des retraits dans les points de mobile avant de venir payer à la caisse. Au-delà de sa rapidité d'exécution, ce projet vise également à bloquer les fuites financières dans les hôpitaux. L'hôpital gagne en termes de qualité parce qu'aujourd'hui les hôpitaux sont en train d'être certifiés. Mais un malade qui passe le temps 10 minutes, 30 minutes à payer une facture, ce n'est pas normal. Une fois que ce logiciel est installé dans l'hôpital, l'État ne se soucie plus des pertes financières. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'hôpital est contrôlé par vraiment tout ce qui va comme des entrées. Mais cet argent qui a été reçu ici, ça va directement en banque. C'est un lien qui est établi entre Orange Money ou bien Flouz Money avec la banque. Il incarne la philosophie du Savary, une initiative africaine qui s'engage à promouvoir l'intelligence africaine en valorisant les résultats de la recherche et de l'innovation. Nous l'annoncions en titre, le Togo s'apprête à se doter d'un code de l'urbanisme et de la construction. Un rapport diagnostic a été établi par des experts et a fait l'objet d'un processus de validation il y a quelques mois à Palimé. Le projet d'infrastructure et de développement urbain a de nouveau réuni les acteurs à Lomé pour établir le sommaire de ce code. Carmen Madiakapo. L'accès au logement et aux équipements de base est un droit pour chaque citoyen. Toutefois, depuis quelques années, le Togo est confronté à une croissance urbaine rapide et irréversible qui est à l'origine de difficultés en matière de construction. Le pays s'apprête donc à se doter d'un code de l'urbanisme et de la construction. Des experts en la matière sont justement en concertation pour élaborer le sommaire du projet portant code de l'urbanisme et de la construction au Togo. Nous avions proposé un sommaire qui compte une disposition générale et une partie sur le livre de l'urbanisme et puis une partie qui concerne le chapitre sur la construction. Et donc, il était bien qu'on puisse inviter les membres du comité de lecture pour avoir leur appréciation, pour essayer aussi de ratisser large, pour qu'on n'oublie aucun aspect. Nous allons revisiter un peu le diagnostic qui avait été présenté il y a de cela 2 mois à Palimé. Et ce diagnostic avait ressorti les forces et les faiblesses du secteur de l'urbanisme et de la construction. Pour le gouvernement, l'enjeu est de taille. Assainir le secteur en tenant compte des différents défis recensés. Croissance urbaine élevée, difficulté d'accès aux fonciers. Nous disposons à ce jour d'une réglementation qui est véhiculée, portée par un décret qui est relatif aux actes d'urbanisme. Dans la veine du code foncier et domanial, il importe, n'est-ce pas, d'élaborer un code, un véritable code de l'urbanisme et de la construction. Si je prends l'exemple des schémas directeurs, nous en étions au schéma d'aménagement et d'urbanisme. Nous avons changé de paradigme en progressant un peu vers ce que nous appelons les plans locaux d'urbanisme. Mais il nous faut une base légale. Selon les projections au Togo, le taux d'urbanisation est estimé à un peu plus de 42%. Un taux
qui devrait atteindre les 50% au cours des 5 prochaines années. Le code de l'urbanisme en cours d'élaboration devrait répondre aux enjeux de l'accès au logement et de la création de villes modernes. Cette rencontre est organisée par le PIDU, Projet d'infrastructure et de développement urbain. Le sous-secteur du transport routier appelé à plus de professionnalisme et de sécurité. Ces acteurs s'approprient à cet effet la nouvelle loi qui fixe les conditions d'exercice de la profession du transporteur routier afin d'éviter les accidents de la route. Clarissa Ticlet. Depuis décembre 2022, une nouvelle loi réglemente le sous-secteur des transports routiers au Togo. Il comporte de nouvelles dispositions qui fixent les conditions d'accès à la profession. Les transporteurs et les conducteurs routiers prennent connaissance de la dite loi d'orientation et de ses textes d'application dont la finalité est de les rendre plus professionnels. Désormais, le gouvernement, et nous l'appuyons dans ce sens, a vu l'utilité de la professionnalisation du secteur, ce qui a permis d'abord la création de la fêtière qui regroupe toutes les organisations professionnelles du pays, afin que nous puissions parler d'une même voix. Avec cette nouvelle loi, on saura désormais qui est transporteur, quelles sont les conditions d'accès à la profession. Avec cette rencontre et la divulgation de cette loi, je crois que le sous-secteur du transport du Togo vient définitivement d'être posé sur les rails. Au-delà de la vulgarisation de la nouvelle loi d'orientation, pour pouvoir amener les transporteurs routiers à se l'approprier, il s'agit également de promouvoir la sécurité routière, un élément qui préoccupe le gouvernement togolais. Il entreprend de nombreuses réformes visant à faire du Togo un hub logistique de premier ordre dans la sous-région et dote le secteur d'un nouveau cadre juridique. Ce nouveau cadre juridique va garantir la compétitivité du secteur des transports en assurant la professionnalisation des conducteurs routiers ainsi que la sécurité et la sûreté des usagers. Il ne pouvait en être autrement quand on sait l'importance que le président de la République, son Excellence M. Faure-Sozino Gnassingbé, accorde au transport, faisant du Togo une plaque tournante incontournable de transit en Afrique de l'Ouest. Vous convenez avec moi que la présente rencontre revêt une importance capitale au regard du contexte actuel et surtout des attentes. Déjà pour ce premier semestre 2023, 3262 accidents de la circulation sont recensés avec 282 morts et plusieurs blessés. Une situation alarmante qui interpelle les transporteurs routiers au respect scrupuleux des règles de la sécurité routière. Cette rencontre d'échange et de sensibilisation se tient dans le contexte du projet d'appui à la compétitivité des services logistiques pour le commerce, PAC, SLC. Prôner la paix avant, pendant et après les élections. Tout le monde est appelé à jouer sa partition pour une paix durable, indispensable au développement des actions citoyennes. S'impose alors. Une conférence débat a été organisée dans ce contexte hier à l'Université de Lomé avec la participation des acteurs clés. Certains leaders d'opinion se prononcent sur la question, propos recueillis par Arnold Kiliou. Agir en faveur de la paix. Le monde en a besoin pour la réalisation des objectifs de développement durable. Le chef de l'État, Faure-Sozino Gnassingbé, a fait de la paix une priorité, convaincu que sans la paix, aucun développement n'est possible. Cette conférence débat vient raviver la conscience collective des Togolais sur les idéaux de la paix. Dans le jargon des chefs traditionnels, la paix symbolise le socle même de notre existence dans la communauté. Nul ne peut jamais oublier ou bien négliger la paix. Il y avait un vieux slogan que nous disons dans le temps, mais qui est toujours d'actualité. Ntifafa Nami. Et on répondait, les Deka Ome. Est-ce que des gens comprennent le bien fondé de ce slogan? Oui. Il faut qu'au sein même de la communauté, nous, en tant que garants des us et coutumes dans la communauté,
Nous devons être des porteurs de paix au sein de la communauté. Lorsqu'il y a la paix, il y a la sécurité dans le quartier, dans notre communauté. Et lorsqu'il y a la sécurité, c'est que le pays aussi va bien. Quand vous voyez les actions du chef de l'État, surtout tout dernièrement au Niger, c'est quelqu'un qui œuvre pour la paix. La paix doit se cultiver au fond même de notre cœur. C'est pourquoi l'initiative du chef de l'État a été saluée par nous, les chefs traditionnels au Togo. Nous, les parents qui sont à la maison avec nos enfants, la paix commence depuis le bas âge et à la maison. L'enfant sort à l'école, paix avec son maître, paix avec son professeur. Nous allons faire tout et tout pour aider le président de la République. La CEDEAO connaît aujourd'hui des instabilités croissantes qui sapent les efforts de développement. L'institution sonne la cloche de la paix. Il s'agit de renforcer la paix et la sécurité régionale, sans oublier de gérer et de régler les conflits en anticipant sur les crises futures. Cet objectif intervient dans un contexte où la situation sécuritaire et humanitaire au sein de notre espace communautaire a besoin de beaucoup d'attention et de stratégies de suivi et de relance face aux différents défis de notre temps. Universitaire, donc le CEROS que je représente au nom des universitaires, c'est un laboratoire de recherche, travaille avec la société civile et avec l'aide des partenaires pour prendre en charge cette question de paix. La question de communication est fondamentale pour prévenir les crises. Il ne faut pas seulement attendre qu'il y ait des crises pour les gérer, mais comment prévenir les crises. Et c'est là où nous voulons communiquer, nous voulons former, éduquer le citoyen. Pour nous, la paix, c'est un fruit. Et ce fruit-là, on ne peut le récolter, le consommer que si on en a planté la graine auparavant. Donc il faut créer des conditions pour que la paix puisse exister. Et la paix qui est durable, vu que c'est le concept qui est mis en avant lors de cette conférence débat, une paix durable est d'abord et avant tout plurielle. Une paix qui n'est pas plurielle est précaire. La paix n'est pas la prévalence d'une volonté unique sur une communauté ou une population. La paix doit être une synthèse, une résultante des spécificités, des attentes, des différences. Et la paix, qui est le produit final, doit respecter l'ensemble de ces différences. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de paix tant qu'il n'y a pas de dialogue. Il y a une dynamique de la paix qu'il faut cultiver, qu'il faut apprendre à entretenir, à nourrir au fur et à mesure qu'on rencontre des situations nouvelles et que l'on tient à vivre en paix. C'est un ensemble de conditions qui rendent possible l'atteinte de l'intérêt général dont le pays a besoin et qui n'est pas du tout la somme des intérêts particuliers. L'adhésion et la contribution d'un large éventail d'acteurs nationaux et internationaux sont attendues. Les jeunes sont les plus convoités pour justement agir en faveur de la paix, promouvoir et protéger les droits humains. Le président kenyan William Ruto, qui dénonce la représentativité au Conseil de sécurité de l'ONU, appelant à une réforme plus démocratique, question au cœur des débats depuis l'ouverture de la 78e Assemblée générale de l'ONU. À la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, le président du Kenya, William Ruto, a qualifié jeudi le Conseil de sécurité de l'organisation de dysfonctionnel et antidémocratique, appelant à réformer le système. S'il fallait une confirmation que le Conseil de sécurité des Nations Unies est dysfonctionnel, non démocratique, non inclusif, non représentatif, et donc incapable d'apporter des progrès significatifs dans notre monde tel qu'il est actuellement constitué, l'impunité rampante de certains acteurs sur la scène mondiale règle la question. Mettant l'accent sur le surendettement des pays à faible revenu, le président kényan a demandé une réforme des institutions financières internationales.
La communauté mondiale doit développer une initiative de restructuration de la dette qui n'attende pas que les pays plongent dans le précipice pour leur apporter de l'aide. La nouvelle architecture de la dette souveraine devrait plutôt allonger la durée de la dette et prévoir un délai de grâce de 10 ans pour que les pays en situation de surendettement s'en sortent. William Ruto, qui a proposé de diriger une force de sécurité en Haïti, a appelé le Conseil à donner rapidement son feu vert, car pour lui, il est hors de question d'abandonner les Haïtiens. Dans l'actualité internationale également, le pape François à Marseille, il rappelle le devoir d'humanité de secourir les migrants qui risquent de se noyer. Le souverain pontife a entamé une visite de 2 jours. Le pape François doit notamment assurer demain, samedi, une grande messe au stade Vélodrome. Le pape François est attendu ce vendredi à Marseille pour une visite de 2 jours consacrée à la Méditerranée et aux défis migratoires. Le souverain pontife a choisi de venir dans cette ville où cohabite un large éventail de communautés et de religions pour dénoncer le drame des naufrages de migrants et plaider la cause des exilés. On est en train de vivre un moment où il y a du repli. On est en train de vivre un roman noir, où le repli identitaire est la norme, où on veut s'enfermer, où on a peur. En fait, il nous propose de nous ouvrir et de tendre la main aux plus faibles. Le pape, il propose un chemin, comme d'autres d'ailleurs, qu'on soit croyant ou qu'on soit pas croyant, qu'on soit musulman, juif, athée, catholique. Les propos du pape en faveur de l'accueil des migrants par les pays européens se heurtent à ceux de nombreux responsables politiques en Europe. Le gouvernement français a récemment refusé d'autoriser l'arrivée des migrants bloqués sur l'île italienne de Lampedusa. Surely the visit of the Holy Father and as well his meeting encounter with the French president will send a message for the European Union to find a way to handle these matters. Malgré la controverse, le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il assisterait samedi à la messe célébrée par le pape François au stade Vélodrome. Depuis Valéry Giscard d'Estaing en 1980, c'est la première fois qu'un président français assiste à une messe papale. Revenons au Togo et dans exactement 112 heures, élèves et enseignants reprendront le chemin de l'école. Une année scolaire 2023-2024 que le gouvernement souhaite meilleure. Eh bien, les inspecteurs d'enseignement et services techniques peuvent d'ores et déjà se réjouir du matériel roulant et informatique ont été mis à leur disposition dans le cadre du projet PACEB. Ulrich Amega pour le lycée scientifique de Tokoin. Un ensemble impressionnant de véhicules soigneusement alignés sur l'esplanade du lycée scientifique de Tokoin attire tous les regards. Au total, 24 pick-up à double cabine de marque Nissan sont désormais la propriété des inspections d'enseignement et des services techniques relevant du ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques. Ces véhicules roulants sont destinés à améliorer la qualité des prestations dans les 7 régions éducatives du pays. C'est l'occasion pour nous de remercier tout le gouvernement qui, sous le leadership du chef de l'État, œuvre inlassablement pour rehausser le secteur de l'éducation en nous équipant et en nous dotant de matériel nécessaire pour le travail. Ces véhicules nous serviront à renforcer la supervision pédagogique sur le terrain, à multiplier les visites d'établissement et les visites de classe, et pour pouvoir suivre de près tout ce qui se fait sur le terrain. En complément de ces engins, 723 tablettes ont été généreusement offertes dans le cadre de la phase expérimentale de la digitalisation de l'apprentissage scolaire. Le projet P10 de la feuille de route gouvernementale est désormais en action grâce au programme d'amélioration de la qualité de l'éducation de base PACEB. Il bénéficie du soutien de la Banque mondiale. Le Togo, à travers le gouvernement, et ceci sous l'impulsion du chef de l'État, s'est résolument engagé dans l'amélioration de la qualité du système éducatif. Et pour ce faire, il faut convoquer un certain nombre de moyens, dont les moyens, les matériels roulants. Puisque qui dit amélioration des apprentissages suppose l'encadrement des enseignants
et des élèves. Et donc le matériel roulant devient un premier besoin pour tout ce qui concerne les services techniques. Augmentation de la capacité d'accueil des établissements scolaires, recrutement davantage d'enseignants, fourniture des tables bancs ainsi que des matériels didactiques et informatiques. De plus, dès la prochaine rentrée scolaire, l'anglais sera introduit aux cours primaires parmi d'autres réformes et innovations que le gouvernement a l'intention de consolider. Tout cela s'inscrit dans la vision du chef de l'État de faire de l'école togolaise celle de demain, prête à relever tous les défis qui se présentent. Retour sur ce communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires concernant la célébration de la journée du 23 septembre qui se déroulera cette année comme suit. À Lomé, 7h30, dépôt de gerbes à la place des martyrs par son Excellence, Monsieur le Président de la République ou son représentant. Sont invités à cette cérémonie les personnes suivantes. Les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, le chef d'état-major général des forces armées togolaises, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les chefs d'état-major des armées, les directeurs de cabinet et secrétaires généraux des ministères, les maires du Grand Lomé, le secrétaire général du district autonome du Grand Lomé, les secrétaires généraux des préfectures d'Aguenivé et du Golfe, les chefs cantons du Grand Lomé. Notez bien, la mise en place doit être terminée à 7h25. Dans les chefs-lieux de région, 7h30, dépôt de gerbes uniquement dans les préfectures, chefs-lieux de région par les préfets. Signé le ministre Awate Rodabalo. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent dans un instant. La météo, l'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.